Donc je vais me placer en amont d'abord, c'est-à-dire quelles sont les logiques financières qui ont produit cela, au-delà des mécanismes, les logiques profondes, et en aval ensuite, c'est-à-dire l'énorme chantier de politique économique que nous allons avoir tous pour pouvoir remettre en ordre la finance internationale. Alors, juste un chiffre pour illustrer ce que disait le président en ce qui concerne l'excroissance de la finance, parce que c'est pas assez dit. La part des profits du secteur financier dans les profits totaux du secteur privé aux États-Unis était de 10% environ dans les années 80, et en longue période c'était à peu près ça. Il a bondi à 40% en 2007, alors que la finance ne fait que 5% des emplois privés et 15% de la valeur ajoutée. Donc il y a une énorme rente financière qui a été prélevée essentiellement et quasi exclusivement, puisque finalement ni les déposants ni les épargnants finaux n'en ont tiré avantage particulier, dans le secteur des intermédiaires de la finance de marché, c'est-à-dire les banques d'investissement et tous leurs satellites en quelque sorte, l'ensemble hedge funds, cabinets de consulting de tout poil, etc. Donc il y a effectivement une hypertrophie financière. La raison est la suivante, c'est la transformation. Pardon. C'est 40%, enfin l'économie financière dégager 40% du total des profits du secteur privé aux États-Unis en 2007, alors qu'elle fait 5% des emplois. Et on pourrait dire c'est sa productivité. Est-ce qu'on peut chiffrer sa part dans le PIB américain? Oui, on pourra pouvoir chiffrer. Si vous voyez, si elle fait 15% de la valeur ajoutée du secteur privé, ça doit faire évidemment moins du PIB, c'est-à-dire, je ne sais pas trop exactement quel est le pourcentage du public, 7-8%, au total. Et c'est comme ça qu'ils distribuent 35 milliards de bonus à leurs collaborateurs. Oui, non, alors, la conséquence, c'est évidemment les conséquences, c'est les distorsions énormes dans la répartition des revenus. Donc, ce qui est important dans ce qu'on dit là, c'est que depuis, disons, au moins le début des années 2000, le taux d'endettement des ménages n'a fait que croître. Ce qui veut dire que le dysfonctionnement fondamental sur l'économie globale, c'est que les revenus croissent beaucoup moins vite que la consommation. Et ceci s'est fait année après année dans toute cette période. Évidemment, c'est la contrepartie de ce qu'on a dit tout à l'heure. L'énorme masse de profits restée dans les banques, dans le système financier, etc. Donc ce dysfonctionnement-là, repartir sur une croissance dans laquelle on réinjecterait massivement par la monnaie de l'endettement, repermettre aux banques de passer encore un tour de plus, essayer de trouver des emprunteurs, ça serait un désastre. On irait vers une crise encore plus importante et un niveau d'endettement plus. Donc comment peut-on maintenir une croissance assez forte, disons liée au potentiel, alors qu'il faut rétablir un lien entre le revenu et la consommation, étant donné que le taux d'endettement ne peut pas augmenter indéfiniment, et en particulier qu'il a déjà atteint des tensions assez fortes pour pas mal de ménages. Ça, c'est ça le problème. Et donc, derrière ça, il y a un problème de répartition de nouveau. Il est clair que si on considère que le but de la finance est de faire des profits qui augmentent, des taux de profit de 15, 20, 25%, et ceci à court terme, sous la pression des actionnaires, avec cette logique-là, il est impossible de continuer à avoir une forte croissance et on ira d'une instabilité à une autre. Et donc, quelle est la manière de résoudre la question? C'est en particulier, parce que je disais au début, par la réforme financière qui amène les banques à développer le crédit en rapport avec le capital. Et donc de ne pas faire des effets de levier énormes du côté de leurs emprunteurs et des effets de levier chez eux-mêmes pour pouvoir le financer. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le crédit sera plus cher et croîtra moins vite. Et donc, il faut pouvoir mener une croissance de cette manière-là. Et c'est là ce que je disais, il faut qu'il y ait des apports en capital, des investissements institutionnels vers des projets de long terme beaucoup plus importants qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici. Parce que tout le monde a baigné dans cette idée, il faut faire des profits trimestriels de 20%, à des taux de 20%. Donc, il y a un changement de logique profonde pour pouvoir résoudre le problème dont vous parlez. Car il ne peut pas se faire avec un taux d'endettement qui ne fait qu'augmenter indéfiniment. Là, c'est là le cœur de la question. Il l'a dit lui-même, il s'agit des profits démesurés. On a parlé de 40%, le chiffre a été dit tout à l'heure, en ce qui concerne la part des profits allant au système financier.
c'est quelque chose de considérable. Et derrière ce chiffre, il y a sans doute les mécanismes de rémunération des acteurs. Alors, il me semble que c'est quelque chose qui est déterminant dans la montée en puissance de ces recherches de profit maximum démesurées. Et ma question, c'est de savoir si on a d'autres mécanismes de ce genre à l'œuvre dans d'autres secteurs ou dans d'autres sphères de l'économie qui pourraient conduire les mêmes effets avec cette recherche spéculative d'un profit maximum, et ceci à travers des règles de rémunération des dirigeants, des responsables, qui me semblent sans doute quelque part perverties, pour ne pas dire perverses. Et donc ma question, c'est est-ce qu'on peut imaginer porter remède sur ce terrain, parce que il me semble que c'est un des ressorts essentiels sur lesquels il faut essayer d'agir. Mais y a-t-il aujourd'hui une capacité d'action collective, publique, internationale, en matière de régulation des rémunérations? Ah, ça, c'est un beau rêve. C'est une question. Oui. Peut-être que Michel Aglietta a des éclaircissements. Supprimer les zones offshore. C'était pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'échappatoire, des trous gigantesques dans la régulation prudentielle. Là, on pose des questions évidemment plus fondamentales, puisque ça concerne la gouvernance même, disons, des différentes institutions, des entités. Alors, c'est vrai, hein, je vais dire, là, on le voit, on l'a vu dans le cadre de la banque, hein. Et l'affaire Société Générale, on peut en être un exemple. Il y a eu une survalorisation de ceux qui sont au trading, en quelque sorte, hein, de ceux qui sont sur les marchés, qui font les opérations, et au contraire, un mépris très profond pour ceux qui sont dans le back-office, middle office, c'est-à-dire qui sont dans la partie contrôle, gestion, pas sous les feux de la rampe, etc. Et donc, dans la gouvernance, dans les institutions elles-mêmes, ça a été vrai d'une certaine manière aussi dans les entreprises, où l'aspect gouvernance financière l'emporte en termes de pouvoir sur tous les aspects, si vous voulez, industriels des choses, hein, résulte de cette pression qui est la valeur actionnariale, disons, essayer disons que le cours boursier est l'alpha et l'oméga de la mesure de l'efficacité. C'est ça qui évidemment a perverti l'ensemble des choses. Alors, on peut pas revenir sur ce genre de choses-là. C'est-à-dire que la finance doit jouer ce rôle. Les actionnaires, ils ont pris le pouvoir parce qu'en particulier derrière il y a des tendances sociodémographiques fondamentales. Hein, que les individus sont à la fois des salariés et des actionnaires, ou en tout cas vont le devenir de plus en plus. Bon. Donc il y a ce phénomène. Moi, j'ai travaillé là-dessus pour le compte de la Caisse des dépôts en faisant un très gros rapport, qui je pense sera publié avant la fin de l'année, sur les investisseurs à long terme. Je reviens sans arrêt là-dessus. C'est-à-dire que la véritable manière de répondre, c'est de changer d'une certaine manière l'actionnariat et son pouvoir, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous avez de vrais investisseurs à long terme, c'est-à-dire qui prennent en charge l'horizon, disons, au moins 10 à 15 ans, et éventuellement beaucoup plus long. En particulier, quand vous avez des fonds souverains, ils sont immortels, certains d'entre eux, hein, puisqu'ils n'ont pas de passif contractuel, et donc leur horizon, c'est le siècle. C'est ce que dit, moi j'ai interviewé des gens en Norvège, le fonds norvégien, son horizon, c'est le siècle. Donc ces gens-là, à ce moment-là, ont un point de vue différent. Alors, ce qui les intéresse, c'est une régularité du rendement économique du capital de l'ensemble des acteurs dans lesquels ils investissent, des entreprises dans lesquelles ils investissent, et non pas des sautes de profit extrêmement élevées pour saisir un coût à court terme, etc. Donc ces gens-là, s'ils prennent véritablement la position haute dans la finance, et si ils font leur diversification financière et leurs allocations d'elles-mêmes, ils vont amener à prendre, si vous voulez, des responsabilités, en quelque sorte, en tout cas des participations, hein, dans un très grand ensemble d'entreprises. Et leur objectif, c'est de maximiser le rendement d'ensemble, le maximiser sur le long terme. Et moi, je pense que c'est ça la seule solution véritable, hein. C'est-à-dire qu'il y a une modification de l'actionnariat, de ses objectifs, de sa vision, par l'intermédiaire de cette catégorie d'institutions qui peut mener à une stabilisation de la finance, si vous voulez, sans qu'elle soit complète, hein. Je veux dire, moi aussi, je crois que les bulles existent toujours, mais éviter que l'on ait ce type de dérapage qui a duré quand même 4 ou 5 ans sans que personne n'agisse.
Et donc ça peut jouer ça fera pression sur les rémunérations. Et ça éviterait, si vous voulez, ça modifierait les modes de gouvernance et ça éviterait les excès qu'on a connus. En tout cas, ça me semble être la seule véritable voie. Et ça permettrait, c'est l'idée de contre-pouvoir par rapport à ce pouvoir de court terme. Ça changerait le capitalisme dans le capitalisme.